Papier Bulle. La chronique littéraire par Pauline Vetter. La palette des conséquences d'un AVC comprend l'aphasie, un trouble du langage qui affecte la faculté de trouver et d'organiser ses mots, à l'écrit comme à l'oral. En me réveillant à l'hôpital, puis les semaines qui ont suivi, j'avais peur de l'aphasie sans savoir la nommer. Aujourd'hui encore, je panique quand je perds et ne trouve plus mes mots. Bienvenue dans la deuxième partie de mon entretien avec Camille Reynaud. Vous venez d'écouter un extrait de son premier roman, Et par endroits ça fait des nœuds, publié en janvier 2021 aux éditions Autrement. C'est à la suite d'une rupture d'anévrisme survenue pendant un séjour en Espagne, alors qu'elle n'avait même pas encore 23 ans, qu'elle se met à écrire convulsivement dans des carnets sous forme de notes ou de courts récits à propos de son expérience de la maladie et de son séjour à l'hôpital. Des fragments qu'elle imbriquera ensemble bien plus tard quand elle commencera un travail d'assemblage et de narration qui aboutira au roman que vous pouvez retrouver aujourd'hui sur Internet ou en librairie. Quelles ont été les plus grandes difficultés, les questionnements, les remaniements qui ont chamboulé ce projet ? Camille Reynaud nous partagera les dessous de la rédaction, mais nous dévoilera également l'étape de l'envoi du manuscrit aux éditeurs, avec quelques anecdotes au sujet du retour que lui ont fait certaines maisons d'édition. Je vous invite à suivre cet épisode jusqu'au bout pour en savoir plus. Le lancement de votre livre « Et par endroits, ça fait des nœuds » s'est fait il y a tout pile 1 an, mais quand est-ce que vous avez entamé le travail d'écriture exactement ? Je l'ai commencé en octobre 2018. Oui, en octobre 2018, et j'ai terminé donc la première phase, c'est-à-dire l'écriture de ce que je considérais comme un manuscrit qui pouvait servir de base au travail, mais en tout cas, il pouvait être envoyé à des maisons en mai-juin, donc en fait, qui correspondait à la fin de l'année scolaire, et j'ai retravaillé un petit peu en septembre-octobre, et je l'ai envoyé en novembre, à partir de novembre-décembre, je sais plus exactement, mais j'ai commencé à l'envoyer à des maisons d'édition, et il est sorti un an plus tard à peu près. Et il s'agit d'un texte d'autofiction qui est centré autour d'un événement qui vous est arrivé, à savoir un AVC quand vous aviez 23 ans. Est-ce que c'était difficile d'écrire sur ce sujet-là, ou au contraire une manière un petit peu d'exorciser ce qui s'est passé ? Alors c'était un peu les deux, c'est-à-dire que c'était difficile, en fait pas tant que ça. C'était difficile aussi mon premier questionnement, mes premiers doutes, c'était qui suis-je pour écrire sur moi ? C'était un petit peu ça, ce truc-là. Puis j'avais eu des réflexions un peu de certaines personnes beaucoup plus âgées, mais qui me disaient tu n'as rien vécu, sur quoi vas-tu écrire ? J'étais là, mais j'ai quand même vécu quelque chose qui n'arrive pas souvent à quelqu'un de 20... j'allais avoir 23 ans, qui est traumatique, qui a rompu quelque chose dans mon corps, dans mon identité. Et après, c'était tout un processus de reconstruction, et le livre est venu illustrer à ce processus de reconstruction, parce que c'est tout un travail de reconstruction de mon image, de mon langage et de ma compréhension de mon cerveau, de ce qui s'était passé dedans, qui se travaille à travers le livre. C'était difficile de trouver donc un protocole, moi j'appelle ça mon protocole d'invention, qui est aussi un protocole de traduction, parce que tous ces obstacles sont devenus matériaux d'écriture. Tous ces obstacles, c'était le fait que le compte-rendu médical était en espagnol. Il y avait 10 pages de compte-rendu en espagnol que personne ne m'a traduit. On me l'a donné comme ça. Je parle espagnol, mais là, on est sur du langage hyper pointu, de neurochirurgie. Parce qu'on m'a demandé justement à Toulouse, quand j'ai transféré mon dossier d'Espagne à Toulouse, on m'a demandé une traduction du compte-rendu médical. Donc c'est un truc que j'ai commencé à faire moi-même, aidée par des collègues de ma mère qui étaient espagnols. Finalement, c'est devenu, je pense, un des premiers textes que j'ai écrits sur ce sujet-là. C'était vraiment, je reprenais ce compte-rendu et je l'analysais dans le sens où ça je comprends pas, et ça, qu'est-ce que ça crée au niveau de l'imagination. Il y avait des trucs très futuristes, ça me faisait penser à Star Wars, voilà. Et comment le fait d'essayer de traduire quelque chose un peu d'intraduisible, il y a des choses, je n'ai pas trouvé d'équivalent, mais aussi qui correspondaient à des moments où j'étais endormie, où j'étais sous anesthésie, etc., ou des choses dont je ne me souviens pas, parce que le cerveau nous protège aussi en oubliant des choses, puis aussi parce que j'ai dû perdre un peu. J'ai retrouvé globalement toute ma mémoire, mais il y a eu des moments comme ça, de flottement. Et je me demandais comment traduire ça dans l'écriture, comment traduire ça dans mon livre.
Informe de alta, non masculin, rapport de fin de séjour, compte rendu de séjour, compte rendu de sortie. Informer, informer. Donner une forme ou une information. J'observe ce compte rendu qui informe autant qu'il déforme la réalité de ces expériences médicales telles que je les ai vécues. Il aplatit, objectivise et finalement euphémise. Je lis, c'est aprecia hemorrhagia. Le choix du verbe m'interpelle. À vrai dire, je n'ai pas particulièrement affectionné l'hémorragie. En français, on aurait peut-être écrit « on observe » ou « on constate ». Froid, neutre, clinique. Tout aussi éloigné de la réalité. Informe créature que cette informée. Informe, informé, mal formé, mal informé surtout, tant ce compte-rendu me semble obscur. Je suis tentée d'ajouter un « L » à « alta », car tout en lui me crie « halte là ». Me voilà en effet confrontée à une double barrière de la langue qui se dresse comme un chien à deux têtes à l'entrée du papier. Ici, je dois déchiffrer non pas un, mais deux dialectes, le castillan et le jargon scientifique médical. Quand les mots deviennent trop abstraits, je les laisse s'effacer sous mes yeux, se recomposer, composer des images. Les paragraphes ne sont pas justifiés, et dans les blancs laissés par le texte, sur la droite des pages, se dessinent des mains, un hippocampe, une paire de seins l'un plus gros que l'autre. Le vide des mots que je ne comprends pas, je le comble par le plein de ces images que mon cerveau recrée. Quelle place pour la fiction, l'imagination, le moi dans les interstices de la traduction de cette source documentaire brute et si brutalement neutre. La forme littéraire peut-elle refaçonner l'informe ? Mon protocole de traduction devient protocole d'invention. Donc voilà, il y a vraiment... on est sur une enquête de moi sur moi. Je dis souvent que voilà, de ma déformation professionnelle de sociologue à la base, qui a fait que j'ai fait une sorte d'observation scientifique de mon cerveau. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire. Et le livre se propose de déambuler à la fois dans le cerveau, dans le langage, comment on se reconstruit à travers la construction d'une nouvelle langue. J'ai essayé de faire de la poésie avec de la neurochirurgie, donc c'est un peu une entreprise très voilà, un peu ardue. Donc c'est pour ça que c'était difficile et en même temps je me suis beaucoup amusée parce que ma première ambition c'était de comprendre ce qui m'était arrivé et de trouver un moyen de le restituer, de le rendre intelligible à des gens qui soit n'avaient aucune expérience de la maladie, tant mieux, enfin je veux dire d'eux-mêmes ou de leurs proches, soit avaient justement eu à accompagner des gens malades, parce qu'il y a aussi, là c'est spécifique, c'est sur l'AVC, mais en fait je convoque des choses qui sont relatives à plein d'autres maladies, à juste l'état de malade tout simplement, et qui permettaient de comprendre, d'en parler, et comment comprendre le fait que mon moi, en tout cas, se soit éparpillé, j'ai choisi une forme très éclatée. Mon texte est fragmentaire, il aborde plein de choses différentes. Il y a des notes de bas de page qui sont pas du tout explicatives, mais qui renvoient à d'autres histoires, à d'autres anecdotes, à d'autres références. Il y a, pas trop souvent, mais parfois il y a un travail sur la typographie, avec des mots qui apparaissent bien plus loin dans la page que là où ils devraient être, des choses comme ça. Pour qu'aussi à la lecture, donc c'est pas linéaire, parce que j'ai appris, moi je pensais que tout le monde pensait comme moi, mais pas du tout, qu'il y a des gens qui réfléchissent. En gros, quand ils sont en train, par exemple, de raconter une histoire, ils arrivent à rester linéaires, même raconter une anecdote en société, alors que moi, je commence à raconter quelque chose, et en fait ça me fait penser à ça, ou j'interromps toujours mes amis, je suis là, ah oui, d'ailleurs, voilà. Mon cerveau part dans tous les sens, et ça a été amplifié par le fait que je me mettais à écrire, je me rendais compte que dès que je commençais à penser à telle chose, ça me renvoyait à telle autre. Quand je lis, quand je regarde des films, c'est pareil. Et donc mon texte, c'est un peu un puzzle qui essaie de restituer cette manière de penser pour que les gens, quand ils le lisent, ils arrivent aussi à se projeter dans un cerveau qui essaie de se recomposer comme ça. Parce qu'ils sont un peu trimballés dans le texte. C'est surprenant, parfois on est sur je parle de quelque chose et bam, la page d'après, c'est tout à fait autre chose. Parce que ça fait, c'est le titre du livre, hein, ça fait des nœuds. Parfois on est dans une boucle, un looping, et puis on arrive sur tout à fait autre chose. C'était un peu ce jeu de mots aussi sur le fait d'avoir des nœuds au cerveau. Et pour le lecteur aussi, j'ai essayé de créer voilà, un état de lecture qui puisse comprendre ce flottement parfois dans lequel on est quand on réapprend à être soi, parce que voilà, c'est tout un tas d'états par lesquels je suis passée. Effectivement, du coup, le récit est constitué plutôt de fragments. Moi, je les voyais un peu comme des chapitres courts. Oui. Et parfois, on est vraiment déconnecté de l'histoire parce que d'un seul coup, on rentre dans une exposition ou une photo, ou alors vous parlez d'une actrice. J'ai le souvenir d'un chapitre dédié à Emilia Clarke, oui, l'actrice de Game of Thrones, qui elle aussi avait fait un AVC quand elle avait 24 ans. Et vous tracez de cette manière des parallèles avec votre propre expérience.
Et parfois, c'est assez drôle aussi, je tiens à le dire, le livre est assez rigolo. Il y a des associations qui se créent. On a aussi des passages plus poétiques, encore des transcriptions de notices de médicaments. Et tout ça forme une constellation insérée dans le récit. Et donc, toute cette direction, c'est pour restituer cette manière de penser. Oui, cette manière de penser et aussi le fait que j'avais pas envie de parler que de moi, parce que pour moi, c'était... alors déjà, c'est la manière dont je fonctionne, mais pour moi, c'était une expérience qui m'était arrivée à moi, un événement, mais qui avait aussi provoqué des réactions en chaîne dans la vie de mes proches. Il y a les soignants. Les soignants sont hyper importants dans l'expérience médicale. Ils étaient hyper importants pour moi, en termes de présence, en termes de plein de choses. Et ils apparaissent aussi dans le texte par du discours indirect libre, des voix rapportées, des portraits que je peux faire d'eux. En gros, c'est une constellation de gens aussi. Et je me suis raccrochée... j'avais envie de parler d'eux, pas du tout uniquement de moi. Et je me suis raccrochée à d'autres textes, des témoignages. Et j'avais envie de les convoquer dans mon texte pour que ce ne soit pas juste un récit qui vienne de moi, mais qui puisse, à travers les autres, parler de moi, mais en même temps sortir de moi, que ça puisse être vraiment plus universel. Je pars de quelque chose de très intime, qui est mon cerveau, ce qui s'est produit dedans, de mon corps, etc. Et j'en sors, parce que déjà, c'est pour affronter l'expérience, on est obligé parfois de sortir de soi. D'ailleurs, un des livres dont je parle dans le mien, c'est « Hors de moi », qui justement... C'est un titre choisi par Claire Marin pour parler de l'expérience de la maladie qui te sort de ton état naturel et parfois on est obligé de sortir de soi pour se protéger en fait, même psychologiquement. Utiliser les témoignages d'autres personnes, utiliser des récits d'autres personnes me permettait de faire des parallèles avec le mien et de toucher aussi des gens par la pop culture. Ça permet de toucher par exemple un public. Mon livre a été étudié dans certains collèges et lycées. Eux se raccrochent à des choses comme ça, des références communes comme Harry Potter, Game of Thrones, mais aussi des choses dont je peux parler sur le fait d'être traité comme une enfant, parce qu'on est jeune, des questions au niveau de la maturité, de la projection dans la vie, de plein de choses comme ça, mais qui permettent à des gens très divers, des lecteurs très divers, de se rattacher soit au témoignage médical, soit au travail sur la langue, soit à juste apprendre des choses, à avoir envie après de... Il y a des passages, je pense, qu'on saute, selon les gens, qu'on va lire plus rapidement que d'autres qu'on va relire. Et j'ai reçu plein de messages, ça m'avait fait très plaisir, de gens qui me disaient « Ah oui, voilà, je suis allée voir cette exposition, du coup, ça m'a donné envie d'aller regarder les images sur Internet ou de lire ce livre. » Et donc, chacun un peu grappille aussi et crée sa propre constellation autour de la mienne. Et ça, c'est quelque chose en tant qu'autrice qui est vraiment formidable, que les gens se réapproprient le texte, qu'ils aient envie aussi d'écrire à leur tour des anecdotes. Donc, c'est un peu un livre-monde. Pleurage, non masculin, effet parasite produit lors de la lecture d'un signal enregistré par les fluctuations de la vitesse de défilement du support et qui se traduit par une variation de hauteur du son. Le lendemain de ma deuxième intervention, j'expérimente la première crise d'angoisse post-opératoire. Je suis encore en soins intensifs dans la chambre qui donne sur les containers à poubelles, mais qui est isolée des autres lits, pour plus d'intimité. J'attends que l'on me remonte dans ma chambre au 3e étage. Un infirmier arrive, il me propose de m'installer sur un fauteuil roulant, de quitter enfin cette position allongée qui n'a même pas le mérite de m'aider à dormir. J'accepte. Être assise, c'est le début de l'autonomie. Le passage de l'horizontal au vertical me donne le tournis. Brusque bouffée de chaleur, l'annonce d'un malaise vagal. Mes jambes sont comme 2 béquilles entourées de chair molle, flasque, incapables de me soutenir. Je m'assieds ou plutôt je m'affale sur mon 4 roues royal. L'infirmier repart. Ma main gauche me fait mal. Je baisse les yeux. Le cathéter m'oblige à tordre le poignet qui semble comme cassé. J'observe mon sang remonter dans le tuyau. Mes veines saillent. De l'avant-bras au dos de la main, des hématomes tachent ma peau. J'ai la phobie des veines, du sang dans des tuyaux, et soudain je ne supporte plus la vue de cette main ridicule, de ces brindilles de jambes qui tremblent à en vriller, de ce corps qui est le mien et que je ne reconnais plus. Une bouffée d'angoisse se répand en moi comme un gaz interstellaire remplit l'espace laissé béant par l'effroi, comble le vide entre des étoiles éteintes par le froid. Je hoquette, des sanglots comme des cris de mouette. L'infirmier accourt, que se passe-t-il ? Je me sens si bête, c'est irrationnel, c'est une crise d'angoisse. Il comprend, me rassure. J'ai subi un traumatisme, c'est normal. Il me tient la main. Mon nez coule, je renifle, il me tend un mouchoir. Il est doux. Nous restons ainsi sous la pluie lacrymale à attendre que le goéland se calme.
Pleureuse non féminin, profession qui consiste à feindre le chagrin contre rémunération lors de funérailles. Performance sociale et artistique très lucrative. Une autre fois, plus tard, je suis sortie de l'hôpital, je viens de rentrer à la maison. Nouvelle crise d'angoisse. Je suis nue dans la douche et sous la lumière néon de la salle de bain, les marques violacées presque vertes de mes mains et de mes poignets exposent une insupportable aquarelle. C'est une trace de chaîne des menottes, soudain je me vois attachée, retenue contre mon gris sur une table dure et froide. C'est insensé, je n'ai pas été torturée mais soignée. Mais la crise ne cherche pas le sang, seulement à ouvrir, déchirer, sortir. Un instant j'oublie où je suis, la baignoire soudain hostile m'absorbe, je crie quand je tombe dans le trou de la bonde. Récemment nettoyée, pas de filet de cheveux auxquels se raccrocher, ma famille nage sous forme de miasmes, morceaux de corps jetés, larmes d'eau chaude, bulles, mousse à raser, peau morte. Je suis une eau usée. Deux bras me repêchent, m'en serrent, essuient la peur, serviette rêche mais chaude. Marée basse de l'angoisse qui reflue. La raison est de retour sur le sable mouillé. En géologie, pleureuse est dite d'une roche qui laisse filtrer l'eau. Et à quel moment vous vous êtes dit que le texte était prêt et que vous l'avez envoyé donc à des éditeurs? Alors pour moi il n'était pas prêt, c'est-à-dire que je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans la structure mais j'arrivais plus à voir quoi. Il aurait fallu que j'attende 1 an peut-être et que je le relise, mais je me suis dit non, on va tenter. Pour moi j'avais dit tout ce que j'avais à dire et j'avais essayé de le faire et je me suis dit j'envoie et au mieux j'aurais des retours. Enfin au mieux du mieux j'aurais quelqu'un qui serait intéressé mais j'aurais peut-être des retours et effectivement. Donc il y a eu 2 mois où rien, je savais pas trop quel était le délai de réponse, je savais très bien qu'il y avait des maisons qui allaient jamais répondre. Je l'ai envoyé en fin novembre, début décembre. J'ai commencé à recevoir des lettres de refus en janvier. Des appels aussi. Ça c'est hyper valorisant, même quand la personne dit que ça va pas être possible chez eux, mais c'était une éditrice de Grasset qui m'avait appelé pour me dire qu'elle avait trouvé vraiment ça passionnant, une démarche hyper intéressante et pertinente par rapport au sujet, mais que chez eux c'était quand même... pas assez romancé, pas assez linéaire, mais qu'elle m'encourageait à poursuivre et à leur envoyer d'autres textes. Donc c'était hyper valorisant. C'est un peu les montagnes russes quand la personne se présente et dit bonjour, je sais plus quel était son nom, mais éditrice de Grasset. Et puis en fait, c'est pas pour dire qu'elle est intéressée. J'avais reçu pareil d'un autre éditeur, mais lui m'avait renvoyé mon manuscrit. D'habitude, quand on reçoit des lettres de refus, on nous demande si on veut récupérer notre manuscrit, et dans ce cas-là, il faut envoyer à nos frais une lettre. Et en fait, lui il ne m'avait pas envoyé de lettre de refus, il m'a juste renvoyé mon manuscrit annoté. Et il m'a mis une lettre, donc c'était Vertical, en plus c'est une maison d'édition que j'adore, une lettre avec vraiment, il me disait tout ce qu'il avait trouvé super dans le contenu, la construction et où ça pêchait. Et ce qui était bien, c'est que j'ai reçu ça au moment où les éditions Autrement m'avaient contacté pour me dire qu'ils étaient intéressés, pour savoir si j'étais OK pour retravailler le texte. Et j'étais OK parce que pour moi, il n'était pas abouti, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui me gênait dans la construction, mais je ne savais pas encore quoi. Si c'est un roman, il vaut mieux effectivement l'avoir terminé pour soi, avoir la ligne directrice, etc. Mais même si on n'est pas, parce qu'on ne sera jamais complètement satisfait en l'état actuel, même après qu'il soit sorti, il y aurait toujours des choses que j'aurais envie de modifier. Surtout dans un texte comme ça, très hybride, avec plein de fragments, on pourrait en rajouter à l'infini. Donc c'est pour ça, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter quand on pense que c'est à peu près, ça correspond à peu près à ce qu'on a voulu faire, à l'envoyer, ne serait-ce que pour avoir des retours, parce que de toute manière, ça doit arriver, les livres qui sont publiés en étant quasiment pas retouchés. Mais je trouve que le retravail avec l'éditeur, il est passionnant, parce que il prolonge le livre, il l'agrandit, moi je trouve. Rien que pour ça, c'est vraiment... il faut pas hésiter à l'envoyer quand on a quelque chose qui est à peu près terminé. Je joue avec les mots, car dans les mots, c'est ma vie qui se joue. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse faire par rapport à ce roman? Le plus beau, il y en a plusieurs vraiment qui m'ont émue. C'est à la fois les gens qui font la démarche de m'écrire après l'avoir lu, que ce soit des gens que je connais ou des gens que je ne connais pas et qui me trouvent donc sur les réseaux sociaux ou par mon site, qui prennent le temps de m'écrire pour me dire à quel point ce que le livre leur a fait, et en fait qui viennent me partager leur propre expérience, soit médicale, soit par rapport à un proche. Et le livre ouvre quelque chose, il ouvre une connexion, le fait d'avoir lu mon histoire, et on a l'impression de me connaître un petit peu, et ça crée une proximité qui fait qu'ils se sentent légitimes, ou en tout cas autorisés à me livrer leur propre histoire. Et ça, je trouve ça vraiment très très beau. Et après, une des choses qui me fait le plus plaisir, c'est quand les gens m'écrivent que ça leur a donné envie d'écrire. Ou me disent, j'ai plusieurs amis ou personnes qui m'ont dit
qu'après avoir lu mon livre, ou même pendant, ils avaient pris des notes, etc. J'ai une des dames avec qui je faisais des ateliers d'écriture et ma meilleure amie en fait aussi, qui ont commencé à mettre des post-it dans le livre, à prendre des notes, etc. Et après qui m'ont montré, et ça vraiment ça me touche. Et d'autres voilà, qui m'ont dit qu'ils s'étaient mis à l'écriture en se disant « Ah ben finalement on a tous quelque chose à raconter, on est tous légitimes à raconter une histoire, et même si j'écris juste pour moi, je le fais et je m'y autorise. » Et ça c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, c'est de me dire que mon écriture leur a donné envie d'écrire à leur tour. Merci beaucoup Camille Reynaud d'être venue. Avec plaisir, merci beaucoup Pauline. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et merci encore à Camille Reynaud d'avoir répondu à mes questions. Je vous rappelle le titre de son roman « Et par endroits, ça fait des nœuds ». Si jamais vous souhaitez vous le procurer, il est disponible en commande sur Internet ou dans votre librairie habituelle. Au prochain épisode, je reçois un auteur strasbourgeois, Alexis Metzinger, qui vient de publier son 2e roman « Je suis zombie » aux éditions La Nuit est bleue. Ce roman raconte une épidémie de zombies dans la ville de Strasbourg, un récit à double lecture dans le contexte de pandémie mondiale qui est le nôtre aujourd'hui, où l'on trouve des résonances avec la crise actuelle. Panique médiatique, incompréhension, confrontation d'opinions politiques et débats autour des violences policières, une fiction pop et burlesque qui se situe entre les films d'action de zombies et la comédie satirique, signée par un auteur qui est aussi producteur et réalisateur dans l'audiovisuel. Rendez-vous donc dans 2 semaines pour écouter mon entretien avec Alexis Metzinger. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout et à très bientôt.